Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire tutoriel consacré aux données, qui sont, effectivement une ressource de l'OFAC, l'Observatoire francilien d'adaptation au changement climatique. Cet observatoire, ce portail est donc opérationnel en ligne depuis février. Il permet effectivement un accès facilité à une diversité, de ressources. Que ce soit, des ressources documentaires, des ressources sur les acteurs qui sont, présents sur le territoire francilien pour accompagner les collectivités, territoriales et également une entrée sur, les données, spécifiques et ressources associées au service de l'adaptation au changement climatique. On a souhaité vous proposer ce matin, 1 heure sur cette entrée, spécifique dans une approche vraiment tutoriale et d'accompagnement pour vous aider à mieux vous approprier, cette, ce type de connaissances, au service des territoires. Donc l'observatoire est donc effectivement un observatoire, partenarial et les différents contenus qu'on vous propose sont, effectivement, construits, à l'appui, de nos partenaires, régionaux. Alors, avant de continuer, quelques mots en préambule, quelques mots, de un peu de logistique, d'organisation. Donc les micros et les caméras vont rester fermés pendant les interventions. Vous pouvez, poser vos questions à travers le fil de conversation questions-réponses Q&R. Le webinaire, fait l'objet d'un enregistrement et le replay sera mis à disposition sur le site, de l'Institut, Paris Région. Alors, quelques nouveautés, hein, depuis effectivement le lancement de l'OFAC en février, dernier. Vous avez dans sa page d'accueil une nouvelle fonctionnalité, qui s'appelle «Dans la presse», qui vous permet en un clic d'avoir accès aux articles de presse qui sont parus ces 3 derniers mois et qui sont spécifiques effectivement à l'adaptation au changement climatique. Donc un nouveau service qui a pu être mis en place grâce à notre, département, à notre service médiathèque au sein de l'Institut, Paris Région et toujours, dans la page d'accueil, vous avez également un accès à une exposition virtuelle des effets du changement climatique en Île-de-France. On a mis effectivement une sélection de photos qui permettent de visualiser effectivement les effets du changement climatique, en Île-de-France. Alors ce matin donc, vos intervenants donc Erwan Cordo, chargé d'études climat-énergie, Yacine Djebar, géomaticien et développeur, SIG, tous 2, à l'Institut, Paris Région et qui donc vont vous accompagner pendant cette heure-là sur, la mobilisation des données et des cartographies. Sans plus tarder, je vais leur laisser la main, pour présenter le programme et pour pouvoir effectivement, intervenir. Bonjour à toutes, donc c'est moi qui vais commencer. Yacine continuera. Donc on va présenter plusieurs registres de données accessibles via le site de l'OFAC. Donc je vais partager mon écran. Moi je vais commencer par les outils de cartographie interactive et notamment un focus sur l'outil de chaleur urbaine. Et puis Yacine continuera par rapport aux autres registres de données accessibles et spécifique de l'observatoire. Donc, je partage mon écran. Alors, est-ce que tout va bien pour le partage? Oui, C'est OK. Alors, dans la rubrique données de l'OFAC, vous avez plusieurs entrées, projections climatiques, observations passées, cartographie interactive et d'autres sites d'open data, notamment des partenaires de l'OFAC. Et là, je vais rentrer dans la rubrique cartographie interactive et je vais me focaliser sur cet outil, intitulé Chaleur en ville et vous présenter rapidement. Voilà, donc on est sur un outil d'interprétation des effets de surchauffe urbaine, le jour, la nuit, et on va se concentrer sur, en particulier, la période nocturne avec les enjeux d'îlots-chaleur urbain. Donc on commence par le principe, hein, je vais aller assez vite, ça c'est pour ceux qui n'ont jamais découvert l'outil, c'est le principe de fonctionnement, mais on va le voir ensemble. Voilà, donc c'est premier élément sur la chaleur en ville. Voilà, donc on est sur la région Île-de-France, voilà, sur l'interprétation
vous avez la légende à gauche, l'interprétation à l'échelle de l'îlot, l'îlot étant soit le pâté de maison en zone urbaine, soit un îlot à dimension caractère ouvert, qui soit naturel ou construit, comme un grand parking. Et là, vous avez une interprétation de chaque îlot en Île-de-France dans on va dire la classification de recherche adoptée au niveau mondial pour parler un petit peu des effets de chaleur-fraîcheur de façon commune entre tous les chercheurs et parties prenantes du monde entier. Le référentiel est Local Climate Zone et LCZ, zone climatique locale, qui va effectivement qualifier une dizaine de postes urbains par rapport à notamment la compacité du bâti. Vous voyez, si je zoome, par exemple dans le bâti intramuros de Paris, on est principalement dans des ensembles construits, des ensembles d'immeubles compacts, voilà. Et puis on peut aller retrouver certains postes spécifiques de la défense qui sont plutôt dans les ensembles de tours compacts. Et puis vous avez tous les postes bâtis qui sont décrits, et parce que derrière chaque classification LCZ, nous avons des propriétés qui sont étudiées et qui nous renseignent sur leur effet de chaleur, de fraîcheur, le jour, la nuit, et qui sont symbolisées à droite par partie de propriété. Alors, je vais enlever ma petite barre qui me gêne pour les décrire. Bon, bref, hop. Voilà, par exemple, si je me consacre sur un îlot voilà, cet îlot-là, alors j'ai ma barre, voilà, j'ai enlevé ce qui me gênait. Voilà, il y a une interprétation, effectivement, le jour, la nuit, des effets symboliques de chaleur, de fraîcheur, voilà, du rouge au bleu. Et donc, ça, on peut interpréter propriété par propriété. Par exemple, l'obstacle à la vue du ciel qui ne permet pas la nuit au dégagement de chaleur et qui crée effectivement un ralentissement du phénomène d'évacuation de la chaleur la nuit et des températures de nuit tropicales qui peuvent être très, très élevées. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première. Voilà, il y a plein de renseignements complémentaires qui sont déjà accessibles à ce niveau, sur notamment le pourcentage de végétation. Là, ici, dans cet îlot-là, on n'a que 4,3% de végétation basse. Là, on le voit dans le secteur sud de cet îlot. Voilà, des données complémentaires. Et ce qui s'est passé en 2003, une observation de température mesurée par les satellites et qui nous situe qu'on était dans une zone où, en 2003, pendant la période de canicule, on n'est pas retombé en deçà de 20 degrés la nuit. Voilà. Donc ça, c'est le premier champ d'information. Le deuxième, c'est à découvrir, il faut cliquer sur ce bandeau-là, c'est l'interprétation maintenant synthétique des effets de la vulnérabilité à la chaleur. Et on reviendra par les trois composantes, les effets d'ICU, la sensibilité à l'échelle de l'îlot et les difficultés à faire face à l'échelle de l'îlot. Alors là, pour commencer, on commence dans cette partie-là par des résultats sur la vulnérabilité de faible à forte sur tout le territoire francilien. La vulnérabilité, effectivement, c'est la prise en compte de facteurs d'effet d'ICU, voilà, de facteurs de sensibilité et de facteurs de difficulté à faire face. Et quand on a sur un même territoire une surreprésentation de chacun de ces composantes, eh bien, on va arriver sur un facteur de vulnérabilité qui sera maximal et à contrario minimal si effectivement on a des atouts dans ces îlots sur les trois segments de la vulnérabilité, et donc on va avoir effectivement une vulnérabilité très faible. Voilà. Donc là, le premier, on commence avec ce champ de l'interprétation de la vulnérabilité à l'échelle de la commune, mais on peut aller à l'échelle de l'intercommunalité, et vous avez des histogrammes
par exemple, sur la, si je vais sur d'autres territoires, voilà, à l'échelle de l'intercommunalité, vous avez effectivement, j'attends un peu que ça se charge, les résultats sur l'EPT Est Ensemble, voilà, à l'échelle de l'îlot, et c'est la synthèse du nombre d'îlots par classe de vulnérabilité. Voilà, vous avez les résultats comme ça. Là, ensuite, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui vont regarder les populations des îlots classés dans les îlots à effet, les effets d'îlots de chaleur moyens à forts. Vous avez le résultat en termes de population. Par exemple, sur cette EPT, nous avons 38% de la population résidente qui est dans des îlots classés moyens à forts. C'est à peu près le même score pour les populations sensibles par l'âge, les moins de 5 ans, les plus de 65 ans. Par contre, les ménages pauvres sont surreprésentés, 44%. Donc, il faut regarder ce pourcentage par rapport au pourcentage de population résidente. On est au-dessus des 38% de population résidente. Donc, il y a une surreprésentation de ménages pauvres dans les îlots moyens à forts, en effet d'îlots de chaleur. Et pareillement pour les populations, les logements suroccupés. Donc là, on peut se dire que dans cette EPT, il y a une sensibilité particulière pour les ménages pauvres et sur la suroccupation de logements. Et puis pour les emplois, on est dans le même score que la population résidente. Voilà, par exemple. Maintenant, je vais finir par les trois composantes, donc qui vont, la composante effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, vous allez sur cette partie-là, effet d'îlot de chaleur urbain. On a rajouté, donc ça, c'est l'interprétation de ce qu'on a vu dans la première partie de l'outil. Toutes les propriétés LCZ qui sont interprétées, plus d'autres, et d'autres comme l'îlot par rapport à ses voisins. Voilà, parce qu'on a regardé les effets de fraîcheur environnants de chacun de ces îlots. Et donc, on a des interprétations qui vont situer que on est soit en îlot avec des effets de rafraîchissement, soit avec des effets faibles à neutres, on va dire, soit avec un effet moyen, soit avec un effet fort d'îlot de chaleur urbain la nuit. Alors là, quand je vous le disais en préambule, je me concentre sur la nuit, mais il y a l'équivalent de la surchauffe urbaine de jour par rapport aux propriétés de chacun des îlots. Voilà, je reviens sur la nuit. Et donc, vous avez associé à ça une étude d'après les caractéristiques des solutions, des registres de solutions pour faire face. Voilà. Par exemple, on interprète que sur cet îlot, il y a une absence de surface en eau et qu'il y a, par contre, il y a un potentiel. On a analysé grossièrement la planéité des toits. Et il y a un potentiel pour faire des toitures végétalisées, par exemple. Voilà, parce qu'il n'y a plus d'espace au sol. Voilà, pour faire on va dire, un espace vert, effectivement, il faut la surface au sol, donc on serait obligé de déconstruire les logements. Voilà le principe. Donc là, cet îlot est trop compact et dense, et on se dit, on peut faire quand même des choses sur l'albédo des toitures, sur la végétalisation des toitures, et sur regarder à améliorer le confort thermique à l'intérieur des logements, donc un travail sur l'isolation et la ventilation à l'intérieur des logements pour amener du rafraîchissement. Voilà, et on a donc des interprétations pareillement sur les critères de sensibilité. Voilà, quand dans cette partie-là, il y a le critère est souligné, là, vous voyez que là, voilà, par exemple, on n'a pas décelé de maison de retraite dans cet îlot-là, voilà, donc on n'a pas décelé effectivement de logements à caractère trop énergivore, voilà. Mais par contre, il y a une dégradation de la qualité de l'air en 2003 par l'ozone, la densité d'occupation de logement, la densité d'habitation,
et de logements, et la part des ménages composés d'un seul individu et la part de ménages de population sensible. Voilà. Donc voilà, on y met des facteurs de sensibilité et d'autres registres de solutions à prendre en compte qui sont proposés. Voilà. En s'intéressant aussi à la présence humaine de jour, les emplois. Et puis enfin, le troisième registre, c'est-à-dire la difficulté à faire face, où effectivement, on a aussi des critères de dotation territoriale à proximité de l'îlot. Voilà. Par exemple, ici, donc on encourage, parce qu'on a repéré qu'il y a des îlots, il y a un espace vert qui peut être accessible au public, aux habitants de cet îlot-là, mais encore faut-il, au-delà encore faut-il ouvrir cet espace vert au public la nuit. Voilà. Donc il y a un certain nombre de mesures de ce type qui sont référencées. Voilà. Je pense, j'espère ne pas avoir été trop long. Là, si je reviens pour les effets d'îlot de chaleur urbain, pour s'enchaîner avec mon collègue assis qui va continuer les registres outils proposés par l'Observatoire. Là, par exemple, je vais sur le 14e arrondissement, le secteur voilà, l'interprétation autour du parc de Montsouris, des effets de fraîcheur de ce parc-là, où il y a une station météo, voilà, et je vais lui laisser prendre la suite en, en cessant le partage de l'écran. Bonjour à toutes et tous, merci Erwan. Donc je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est OK, juste un tout petit peu, si tu peux zoomer un tout petit peu, mais c'est OK. Ah. Et j'en profite pour signaler qu'on prendra effectivement le fil des questions et suite aux différentes interventions, on pourra voilà, les remonter auprès de Yacine et de Erwan. Merci. Merci. Alors, du coup, juste pour remettre un tout petit peu de contexte, donc nous avions présenté ces outils-là lors du webinaire de lancement de l'OFAC qui avait été fait donc en février dernier. Vu qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps pour présenter tous les outils et d'aller un peu plus en détail sur les indicateurs, donc on en profite de ce temps-là aujourd'hui. Je vais bien évidemment pas avoir le temps d'aller en détail sur tous les indicateurs, mais l'idée c'est d'en montrer certains et de voir aussi comment vous, de votre côté, vous pouvez vous en servir. Donc le premier registre que je vais présenter, c'est celui des données rétrospectives à la station, qui sont donc accessibles depuis l'onglet Données, Observations passées. Ce sont donc des données à l'échelle de la station de mesure. Donc en Île-de-France, on est quand même assez avantagé du point de vue de la couverture du territoire de toutes ces stations par rapport aux autres régions. Le jeu de données qui a été utilisé, ce sont les séries quotidiennes de référence de Météo France, qui est donc un jeu de données qui contient des paramètres de précipitation et de température au pas de temps quotidien qu'on a utilisé pour calculer donc différents indicateurs, dont le premier que je vais présenter parmi d'autres. Donc on a les températures moyennes en écart à la référence, le nombre de jours très chauds, les jours de gel extrême, les jours de gel et le nombre de jours chauds. Je vais commencer par celui-là, qui est la température moyenne en écart à la référence. Donc on prend une normale climatique donc on a fait le choix de partir sur le pas de temps, la période 81-2010, mais on aurait pu en prendre une autre. Vous allez souvent voir dans les bilans de Météo France qu'ils utilisent d'autres normales, mais enfin ça c'est un choix qui a été fait, qui est donc une période de 30 ans. Et puis on peut sélectionner également l'indicateur
à la saison ou à l'année, qui donc va modifier le graphe ci-dessous. Je vais commencer donc par l'été donc de cet indicateur à la station de Paris-Montsouris. Donc ça marche au clic. Quand vous allez sur une station, votre graphe va se mettre à jour en fonction de la station sélectionnée. Je vais dans ce webinaire, je vais juste me concentrer pour le moment dans la station de Paris-Montsouris, vu que ce que évoquait Erwan. Et puis dans le graphique, on peut remarquer déjà d'un premier coup d'œil les différents extrêmes, les événements extrêmes qui ont déjà eu lieu, avec notamment donc la canicule de 76, de 83 et de 2003 bien évidemment, où on voit donc ces valeurs extrêmes. Du coup ici on prend la température moyenne annuelle qu'on va moyenner sur toute cette période 81-2010 et on va comparer la température annuelle sur tout le reste des périodes. Donc là, si on repart de 1960, on voit bien que les écarts sont quand même assez importants en négatif, qui fait que les étés étaient moins chauds durant cette période-là, et plus on va donc, plus on avance dans le temps, et plus on remarque des événements extrêmes qui se produisent de plus en plus et qui deviennent de plus en plus récurrents si on se concentre sur la période après 2014. Donc là, on a eu des étés qui sont presque dans le même ordre de grandeur que la canicule de 2003, avec moins d'intensité. Donc ce sont des valeurs qui sont moyennées à l'échelle à la saison. Et puis donc la conclusion, c'est que ça montre que ces épisodes, enfin la montée des températures, que ces événements extrêmes vont être de plus en plus courants, de plus en plus précoces, donc comme on va le voir dans le printemps, et de plus en plus intenses. Donc si je vais sur le printemps, donc on voit bien aussi que ici les printemps deviennent de plus en plus chauds. Pour donner une idée, donc cette année on a connu un printemps qui était considéré comme l'un des printemps les plus chauds à l'échelle francilienne. Donc on est à plus 2,1 degrés pour cette année d'après les bilans saisonniers de Météo France. Donc on se situe après là. Donc ça, c'était le premier indicateur. On a également d'autres indicateurs sur les jours de gel. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner les jours où où la température descend en dessous de 0 degré, qui est très important pour l'agriculture, donc qui va nous intéresser surtout en période d'hiver, où on voit quand même une diminution qui se fait de plus en plus remarquée. Et la même chose donc pour les jours chauds. Donc ce sont les jours où la température, donc là c'est normal, donc on est en hiver, mais en été on a donc une nette augmentation de ces jours chauds. Donc ça c'était sur la première partie qui concerne les températures. On a également des indicateurs sur les précipitations qui là donc possède beaucoup plus de stations que les températures, donc ça c'est normal que vous en ayez beaucoup plus, qui marchent donc de la même façon au clic. Donc il y a des indicateurs sur les cumuls de précipitations, sur les nombres de jours de forte pluie, les nombres de jours de pluie, les nombres de jours secs et les plus longues périodes sans pluie en nombre de jours, que vous pouvez également consulter par saison et par année également. Donc ça, c'était la première partie sur les données observations passées. Maintenant, je vais passer sur les données de projection en lien avec les données de la traque. Donc ça, je récapitule un tout petit peu. Donc, on est reparti des données DRIAS de Météo France, qui sont donc les données, les fameux 17 modèles, qui sont donc à l'échelle de 8 km que nous avons territorialisés.
selon une méthodologie donc, que vous pouvez retrouver dans cette note méthodologique qu'on met ici en avant. Donc on a territorialisé ces données-là sur 4 échelles différentes, à l'échelle communale, intercommunale, départementale et régionale. Donc on a utilisé des méthodes un peu différentes pour chaque échelle. Donc par exemple pour la commune, on a affecté, donc on a créé une table de correspondance entre les territoires, les communes et les mailles de 8 km. Donc on a affecté à chaque commune les valeurs des mailles qui étaient les plus représentatives de ces communes-là par rapport à la surface, la plus grande surface d'intersection de la commune avec la maille de 8 km. Donc on a ensuite synthétisé tout ça dans ce petit tableau de bord que vous pouvez donc accéder depuis ici, donc données, projection climatique. Et puis donc le tableau est divisé en 2 parties. Donc il y a une partie où vous avez des chiffres clés généraux et une partie où vous pouvez avoir une cartographie de ces indicateurs-là à l'échelle régionale. Donc les 2 parties fonctionnent indépendamment les unes des autres. Donc je vais commencer par cette première partie. Donc voilà, pour naviguer entre les différentes échelles, donc vous pouvez basculer d'un onglet à l'autre. Donc là je vais rester sur les communes. Vous pouvez donc sélectionner la commune qui vous intéresse parmi cette liste. Donc là je peux aller dans Argenteuil par exemple. Et donc le tableau de bord va se mettre à jour avec les chiffres clés spécifiques donc, au territoire sélectionné. Et vous pouvez aussi avoir les chiffres clés sur les 4 niveaux de réchauffement de la TRAC, donc allant de la période de référence jusqu'à 2100. Donc au niveau des indicateurs, on a des indicateurs sur les températures. Température en hiver, en été, la température moyenne annuelle, les nombres de jours supérieurs à 35 degrés, les températures maximales annuelles et le nombre de nuits tropicales, donc les nuits chaudes. Et donc ensuite des indicateurs sur les précipitations, sur le confort thermique des bâtiments. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le confort d'été et le confort d'hiver, qui sont des indicateurs très intéressants. Pour l'agriculture, pareil, on a des indicateurs sur le nombre de jours de gel, les déficits hydriques, le nombre maximal de jours consécutifs sans pluie et le nombre maximal de jours de pluie consécutifs. Donc on a aussi des indicateurs un peu plus spécifiques sur l'évapotranspiration par saison. Et enfin, donc pour tout ce qui est risque et aléas sécheresse, donc on a le fameux indicateur SWI, qui est donc le nombre de jours avec sol sec, et l'indicateur IFM, donc qui est le nombre de jours avec sensibilité, où la sensibilité feu météo est élevée. Donc avec ça, donc on met également, donc ça c'est une médiane, les chiffres que vous voyez à l'écran, c'est la médiane des 17 modèles mise à disposition par Météo France, et on met en avant donc à travers cette infobulle le principe d'incertitude, les écarts qu'il y a entre les 17 modèles, à savoir donc la valeur minimale qui est le 5e quantile des 17 modèles et la valeur maximale qui est donc le 95e quantile. Donc voilà. Et puis donc si je pars sur l'autre onglet donc qui est la cartographie, ici on peut sélectionner un indicateur voulu parmi une liste. Donc ça c'est un tout petit peu, il y a un tout petit peu plus d'indicateurs par rapport à ce qui a été montré en haut. Donc là sur les nuits tropicales, vous pouvez voir un peu la répartition de cet indicateur-là à l'échelle de la région, qu'on voit que le centre de l'Île-de-France est beaucoup moins, logiquement, est beaucoup plus concerné par cet effet-là. Et donc en cliquant sur un territoire,
sur la carte, vous pouvez avoir donc l'évolution de cet indicateur-là sur les différents niveaux de réchauffement, allant donc de la période de référence jusqu'au niveau plus 4 degrés. Et puis, on a également, donc, on met en bas en visibilité une petite clé de lecture concernant ces indicateurs, les indicateurs qu'on présente. Donc là, ce sera la même chose, donc vous aurez des clés de lecture différentes. Et donc, voilà, donc l'idée c'était de mettre ça en évidence. À savoir, donc je précise que ces données-là sont également présentes dans le portail Climadiag de Météo France. Donc, à la différence de ça, donc nous, on n'a pas, donc je précise que ça, ce n'est pas un scrapping de ce qui a été fait dans Climadiag commune. Nous avons nous-mêmes recalculé ces indicateurs-là en affectant, donc en veillant à bien affecter toutes les mailles à l'échelle donc des 8 km. On a également une échelle plus fine au niveau donc de Paris, avec l'échelle des arrondissements, ainsi que donc au niveau des EPCI, on a une échelle un tout petit peu plus détaillée. Donc on a l'échelle des EPT qui sont représentés ici et qui ne sont pas disponibles dans Climadiag. Et donc, bien évidemment, les chiffres au niveau à l'échelle du département et régional, bien sûr. Donc, voilà, après, sur l'interprétation de certains indicateurs, on est... les chiffres sont quand même assez parlants au niveau de certains territoires. Si je prends par exemple les jours de gel, si je vais sur une commune, par exemple sur la commune d'Étampes qui est très concernée par l'agriculture, où il y a une surface importante qui est dédiée à l'agriculture et que on regarde par exemple sur le nombre de jours de gel dans cette commune d'Étampes, et on voit donc on passe de 49 à la période de référence à 18 en 2100. Donc c'est une trajectoire qui est évidemment partagée par tous les 17 modèles. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière, donc en précisant que sur les données de température, les 17 modèles s'accordent tous plus ou moins à dire que le sens de l'évolution va vers la hausse de ces températures, tandis que sur les indicateurs de température, de précipitation, pardon, il y a plus d'incertitudes où donc on n'est pas capable d'identifier une trajectoire unique. Donc je reviens à cet exemple. Donc voilà, ici donc c'est assez parlant comme indicateur. Si je vais par exemple sur les nuits tropicales dans des territoires qui sont quand même très sensibles à cet indicateur, donc là par exemple dans Paris, donc on voit que les nuits tropicales donc passent de 8 à 43% en l'espace, jusqu'à la fin du siècle, qui est donc une évolution qui est quand même assez significative. Et donc sur aussi le nombre de jours avec sol sec, où on voit donc qui est en lien donc avec le risque des retraits et gonflements des argiles. On voit donc ici. Donc si je vais aussi sur des territoires qui sont assez sensibles à cet indicateur-là, donc on voit aussi une nette aggravation de ce phénomène-là de sécheresse qui va s'intensifier de plus en plus au fil jusqu'à la fin du siècle. Voilà. Donc c'était à peu près tout ce que je voulais montrer. Donc on est preneur de toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser sur le chat si vous avez des questions plus techniques ou plus thématiques. Avant que on prend vos questions
pour le moment, avant de passer donc aux perspectives de développement de l'OFAC. Merci beaucoup Yacine et Erwan pour ces éléments de présentation. Effectivement, quelques questions sur le fil de la conversation qui ont été répondues par écrit, notamment sur les données téléchargeables pour le volet la cartographie chaleur urbaine notamment. Peut-être une question que je peux vous remonter à l'oral sur l'interprétation du degré jour pour le besoin en chauffage, notamment dans l'exemple présenté. Il y a, que signifie 1789 degrés jour pour le besoin en chauffage? Est-il possible d'en donner effectivement une interprétation? Alors pour les besoins en chauffage, donc ça c'est un indicateur qui est calculé donc sur la base donc on prend un seuil à partir duquel on considère que nous avons besoin on a besoin de chauffage ou à l'inverse de refroidissement. Donc si je prends par exemple pour le refroidissement, c'est 28 degrés. Donc tout ce qui va être supérieur à 28 degrés par jour. Donc si par exemple aujourd'hui il fait 30 degrés, demain il fait 30 degrés, donc on calcule le cumul de ces, de ces degrés. Donc ça fera 4 et puis après quand vous agrégez tout sur une année, donc ça vous fait vos besoins, une estimation des besoins de chauffage ou de refroidissement. Donc sur la partie chauffage, donc on prend le seuil, donc j'ai plus trop en tête la valeur. 18 degrés, je crois. Oui, je crois que c'était 18 degrés. Donc tout ce qui sera moins de 18 degrés, on l'agrège sur l'année. Et donc ça constitue le besoin annuel. On considère que c'est le besoin annuel en chauffage. Merci beaucoup pour ces précisions et effectivement l'interprétation qu'on peut faire sur cet indicateur et notamment son évolution aussi dans les prochaines décennies. Une autre question qui concerne le risque de retrait-gonflement des argiles. Est-il amplifié avec le nombre de jours sol sec? Alors, si je peux répondre à ça, donc, effectivement, dans la nature du risque, c'est les conditions de sécheresse des sols et les conditions de pluviométrie. Voilà, c'est l'alternance de périodes à sol très sec et d'enrichissement par la pluviométrie qui va faire effectivement que les argiles se rétractent ou se gonflent, et donc qui déstabilise potentiellement on va dire les structures, et préférentiellement les maisons, et les maisons à faible fondation. Et donc, c'est la cible de ce problème de retrait-gonflement des argiles, c'est vraiment les maisons de plein pied qui ont des structures et des fondations à problème, voilà, et qui peuvent donc jouer avec cette alternance de périodes de pluviométrie particulière et de sécheresse. Et donc, si la sécheresse des sols est en augmentation, comme on le voit sur les indications de la TRAC notamment, eh bien, on va vers potentiellement des phénomènes de risque de RGA beaucoup plus fréquents et répandus, et qu'il va falloir regarder, et qui aujourd'hui est un des coûts pour les caisses de réassurance, qui est le coût le plus déjà important aujourd'hui. Voilà. Donc la prospective n'est pas bonne en ce sens. Merci Erwan. Je prends la prochaine question sur s'agit-il des moyennes ou des médianes de température? Donc effectivement ici on est sur les médianes. Donc c'est la médiane des 17 modèles donc c'est la médiane de la température. Peut-être que c'est peut-être ça votre question, vu que vous voyez
la température moyenne en été, donc c'est la médiane des températures moyennes en été sur donc au niveau des 17 modèles. Et dans les petites infobulles, donc dans le mine, donc vous avez le 5e centile et le 95e centile. Je sais pas si ça répond à votre question. Je fais un petit complément sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la sécheresse des sols. C'est l'évolution des indicateurs de prospective là-dessus. La sécheresse des sols va désigner deux défis. Le défi effectivement du RGA, du risque de retrait gonflant des argiles, et va aussi symboliser la perte d'eau du sol. Et donc tous les enjeux pour l'agriculture, le vivant, des sols qui perdent leur eau par évapotranspiration, par évaporation du sol et par évapotranspiration quand il y a un couvert végétal, quel qu'il soit. Voilà, donc c'est les deux, ça désigne deux ensembles de défis derrière pour le bâti et pour, bien sûr, les sols à couvert et la végétation et la forêt. Je vais peut-être aussi faire un tout petit complément par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure au niveau d'un indicateur que j'ai oublié, donc qui est aussi très intéressant. Donc c'est sur l'intensité des précipitations extrêmes, donc sur les pluies diluviennes. C'est un indicateur aussi qui est très intéressant au niveau du risque de ruissellement. Donc ça représente le max journalier annuel du cumul des précipitations qu'il y a eu sur 24 heures, où vous pouvez donc voir sur un des territoires l'évolution de cet indicateur-là. Donc là-dessus aussi, c'est important parce que même une augmentation minime de cet indicateur-là évoque aussi une potentielle aggravation du risque d'inondation par ruissellement. Voilà. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse et ces précisions qui sont apportées. Pour le moment, je ne vois pas de nouvelles questions. En tout cas, c'est vrai que c'était vraiment intéressant pour nous de vous apporter un éclairage plus fin, plus précis sur les données qui sont déjà mobilisables dans l'OFAC, donc à travers le volet données, l'onglet données. Effectivement, à un moment où notamment des exercices plan climat sont amenés à être révisés, ou des diagnostics de vulnérabilité sont amenés à être élaborés, c'est vraiment voilà, des données qui peuvent être à votre service, avec effectivement ce travail singulier de territorialisation de la TRAC pour être dans une approche la plus fine possible de la qualification de vos enjeux. Du coup, Yassine et Arwa, je vous propose peut-être de poursuivre sur les perspectives de développement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était le premier travail que nous avions mis en visibilité. Évidemment, donc il y a d'autres perspectives de développement sur lesquelles nous sommes en train de travailler, notamment donc après avoir traité le registre des projections climatiques, donc on s'est attaqué au registre des projections hydrologiques, notamment en lien avec les données émises par le projet Explore 2 porté par l'INRAE. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner l'évolution de l'hydrologie à la fois de surface et souterraine sur les différents niveaux de réchauffement. Et donc là-dessus, on a adopté une approche sensiblement différente par rapport à ce qu'on a fait dans les projections climatiques, parce que donc là-dessus, on avait procédé par médiane, quantile 0,5, quantile 95 pour montrer un peu tous les contrastes et présenter un peu le principe d'incertitude.
Là où dans la partie projection hydrologique, donc vu que ce sont des paramètres liés aux précipitations qui sont modélisés et où on a donc plus de modèles, donc avec des modèles hydro et des modèles climatiques. Donc là, on a plutôt privilégié une approche narrative, l'idée étant de montrer tous les contrastes des futurs possibles de l'hydrologie en Île-de-France. On aura donc un jeu de cartes qui sera mis à disposition dans l'OFAC, qui aura traitera donc de l'hydrologie de surface avec les débits moyens annuels, les débits de crue et les débits d'étiage pour la partie hydrologie de surface. Et sur la partie hydrologie souterraine, on aura les niveaux des nappes et le potentiel de recharge des nappes, à l'échelle de toutes les nappes franciliennes, selon 4 narratifs différents qui seront évidemment plus contrastés. Donc on aura un scénario d'intensification des événements extrêmes, un scénario d'intensification des crues, un autre de l'intensification des étiages, et en parallèle, donc on montrera également un narratif avec des changements modérés, beaucoup plus modérés, en contraste avec le scénario extrême. L'idée étant de ne pas donner une trajectoire qui est fixe, mais plutôt de donner un ensemble de trajectoires possibles de l'évolution de ces paramètres-là en Île-de-France. Je vous montre un tout premier exemple. Je vais mettre en plein écran. Alors, ça charge. Très bien. Voilà, l'idée, par exemple, comme vous le voyez sur cette carte, on est sur on est sur l'évolution de l'indicateur des débits d'étiage dans les cours d'eau qui sont donc modélisés par où il y a des données disponibles. Donc tout ça, ce sont des stations hydrologiques de mesure qui ont où ont été modélisés ces paramètres. Donc ça nous permettra d'avoir, donc si je prends l'exemple de cette carte, donc on est sur le niveau de réchauffement plus 4 degrés, donc 2100. On est sur un scénario où l'intensification des étiages sera plus ou moins importante. L'idée, c'est de montrer au niveau des stations modélisées où on a de la donnée, quels sont les cours d'eau qui seront plus ou moins, où il y aura donc des augmentations, ceux où il y aura donc des hausses ou des baisses, tout en mettant en lien donc les différents d'autres paramètres comme les bassins de rivières et le réseau hydrographique, donc chose que on peut voir donc sur la carte, et en donnant une petite clé de lecture. On pourra également comparer les narratifs entre eux afin d'avoir une idée sur tous les contrastes des évolutions différentes sur ces indicateurs. Tout ça, c'est un travail qui est en cours et qui sera bientôt mis à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup Yacine et Erwan, effectivement, et d'avoir apporté cet éclairage sur des développements bientôt visibles concernant des données sur l'hydrologie. Il y a une nouvelle question qui est posée sur le fil de la conversation qui concerne plutôt le retraitement des données sur les projections climatiques. À l'échelle des EPCI-EPT, avez-vous effectué à nouveau la méthodologie d'émail de 8 km, surface plus représentée, affectation des données sur ce territoire, ou bien avez-vous effectué une moyenne des données des communes présentes dans chaque EPCI-EPT? Donc, une question sur la méthode retenue pour retraiter les échelles territoriales. Oui, donc à l'échelle des EPCI, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait on a pris la médiane des
des communes de l'EPCI. Donc, je sais pas si je suis clair. Donc, donc on a l'échelle la plus fine à partir de laquelle on a commencé. Donc, c'est les communes. Puis après, donc, on a considéré que la valeur de l'EPCI, donc c'est donc la médiane. Donc, on a refait la même méthodologie, mais uniquement pas en repartant des mailles de 8 km, mais en partant directement des communes de l'EPCI en question. Et Yassi, tu peux peut-être dire comment a été rapatrier la donnée à la maille de 8 km sur 8 km à la commune. Ça peut intéresser aussi Oui, la donc question. à l'échelle de la commune, donc je vais peut-être montrer ça directement depuis. Je vais peut-être repartager mon écran. Ce sera plus simple à expliquer. Oui. En tout cas, c'est bien de repréciser que la donnée source, c'est une donnée à la maille de 8 km sur 8 km sur lequel s'expriment les modélisateurs en lien avec les scénarios mondiaux d'évolution proposés dans ce jeu de données d'une Terre d'une planète qui, à 2100, serait à 3 degrés. Pour la France, donc il y a des équivalents, voilà. Et donc c'est bien de rappeler la construction de Oui. cet outil. Oui, donc à l'échelle de la commune, donc on a si vous prenez ces communes-là de Favières par exemple, donc elle sera potentiellement donc à cheval sur 4 mailles différentes de 8 km. Donc on calcule la surface d'intersection de ce polygone avec les 4 mailles où elle sera donc qui la concerne, et puis après on retient uniquement on retient la plus grande surface d'intersection, et puis on affecte les données, enfin les valeurs de cette maille de 8 km à cette commune de Favières. Et puis après, donc c'est pour les EPCI et les EPT, donc c'est pareil. Donc enfin non, c'est pas pareil, pardon. Donc là, on fait une médiane donc de toutes les communes de l'EPCI ou de l'EPT en question. Donc là, c'est plus par analyse, par croisement avec la maille 8 km, mais plus directement entre les communes et les EPT auxquelles elles appartiennent. Merci beaucoup Yacine pour avoir voilà, précisé et rappelé effectivement la méthodologie utilisée pour reconstituer et affecter effectivement les données pour les échelles concernées. Je ne vois pas pour le moment d'autres questions sur le fil de la conversation. J'en profite pour vous rappeler que Yacine et Erwan sont à votre écoute. Leurs contacts, leurs coordonnées sont rappelés sur la page justement donnée, notamment dans Projection climatique. Donc, même suite à ce webinaire, vous avez des questions ou peut-être des éléments qui vous viennent après coup, n'hésitez pas à les solliciter pour qu'ils puissent effectivement vous apporter des précisions complémentaires ou des éléments d'explication complémentaires. Vous rappelez aussi, on l'avait souligné au début de ce webinaire, hein, que ce travail, que cet observatoire, c'est un observatoire partenarial. Donc, nous avons effectivement un noyau dur constitué de la région, des services de l'État, de l'ADEME, du CEREMA, de l'Agence de l'eau, du GREC francilien, de Météo France et de la métropole du Grand Paris qui participe à un comité technique et qui nous appuie dans les contenus et dans les développements associés effectivement à cet observatoire. Et puis nous avons également l'opportunité d'échanger avec d'autres acteurs aussi très engagés sur ces questions d'adaptation. Donc un observatoire qui est clairement inscrit dans une approche, qui s'inscrit dans cette approche partenariale.
Donc pour nous, voilà, c'était un premier test pour nous ce matin de proposer un webinaire un peu, entre guillemets «tutoriel», un peu plus spécifique sur un contenu, voilà, spécifique de l'OFAC, voilà, pour vous aider à vous approprier plus facilement, ces informations. Je regarde le fil de conversation, mais je ne vois pas d'autres éléments pour le moment. Erwan, Yacine, est-ce qu'il y a peut-être un ou 2 éléments que vous souhaitez, compléter avant que nous, voilà, clôturions ce webinaire? Oui, peut-être juste rappeler qu'il y a toutes les méthodologies de construction de ces données-là sont disponibles au niveau des 2 pages projection et observation passée. Donc n'hésitez pas à les consulter pour si vous avez besoin de plus de détails. Ou alors faire nous joindre directement, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et moi, un petit complément, c'est je reviens à l'outil, chaleur urbaine pour vous dire qu'autour, de cette question de surchauffe, il y a le jour, il y a la nuit. La surchauffe, c'est plus la question de l'espace public, la protection, les ombrages, les abris climatiques, apportés, les équipements et donc les espaces, ouverts ombragés, ou frais, avec, les plans d'eau et les cours d'eau. Et puis pour la nuit, c'est plus, effectivement l'enjeu de la non-refroidissement de la chaleur nocturne, la chaleur de la nuit. Et donc là, on est sur les effets d'ICU. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de données qui circulent, soit par les données de télédétection, d'imagerie spatiale, etc., qui sont aussi intéressantes, notamment pour la surchauffe urbaine. Il y a des choses trappes, hein, on ne confond pas la donnée qui, on va dire, spatiale, qui va renseigner sur toutes les surfaces de contact en termes de chaleur. Donc si c'est un toit, c'est la surface du toit. Si c'est la rue, c'est la surface de l'asphalte, par exemple. Voilà, donc mais c'est tout à fait riche d'enseignements quand même, voilà, par rapport à la définition que nous on propose à l'appui des chercheurs, qui est une définition de l'ICU, qui est la température de l'air à 1,52 mètres du sol. C'est pas le même indicateur entre les différences entre la ville et la campagne, ou au sein de la grande aire urbaine, entre un quartier chaud et un espace vert à proximité. Voilà. Donc c'est l'approche qu'on a retenue, mais tout est bon à prendre pour avancer sur la construction de ces enjeux, mais pour l'action. Voilà. Écoutez, nous vous remercions vraiment d'avoir pu, voilà, vous mobiliser et participer à ce webinaire, ce matin. Donc, ce dernier fait effectivement l'objet d'un enregistrement et sera mis à disposition sur le site de l'Institut. Et n'hésitez pas, voilà, à nous contacter, après ce webinaire pour toute question ou tout complément, voilà. Et nous sommes preneurs de vos retours, sur l'utilisation de l'OFAC, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci encore et une très belle journée à toutes et à tous.